à chaque numéro, on a une chronique habituelle. J'en fais une sur l'éducation, sur 60, il y a des chroniques sur toutes sortes de sujets. Mais dans chaque numéro, il y a un dossier. Le dossier, celui qui a le numéro, porte sur l'austérité, c'est un thème actuel. Et là, on est tous basés à Montréal, ça fait longtemps qu'on a le souci de l'ailleurs, c'est donné un peu. Il y a quelques années, on a eu quelqu'un, toujours là, un membre du collectif de la revue, qui venait de Paul Gatineau. Il m'a dit on va faire un dossier là-dessus, il pouvait prendre ça en main, il a dit là-bas, ça s'est fait. Puis je crois que c'est le numéro qui s'est le plus vendu. Parce que les gens étaient contents. Cette année, on a eu la revue une Gaspésienne, il y a un Gaspésien d'adoption dans le collectif général. Et on a dit, on va faire un dossier sur la Gaspésie, mais on ne voulait pas écrire sur la Gaspésie, on voulait donner la parole aux Gaspésiens pour qu'ils écrivent sur la Gaspésie. D'abord, c'est un appartement, on vous donne les clés de l'appartement pour la Gaspésie. Vous êtes chez vous. Et on est venu pour ça. Depuis dimanche, on se promène, on rencontre des gens, on cherche des auteurs, des sujets. On a rencontré une telle quantité de gens qui viennent à l'Assemblée dans la tête. On s'en vient qu'on va avoir, je pense, un beau dossier qui va paraître donc à l'été prochain et qu'on compte venir lancer ici l'été prochain. Vraisemblablement, il y a tellement de matériel, de choses, qu'on va probablement organiser une journée de colloque aussi pour permettre à ceux qui n'auront pas eu la chance d'écrire dans le numéro, de parler. Je pense que les gens ont beaucoup de choses à dire aussi. C'est ce que j'ai compris. On est très contents de le faire. Donc voilà. Et dans le cadre de cette tournée-là, on m'a demandé de parler d'éducation et de démocratie. Ce que je vous propose, si vous permettez, je fais quelque chose d'assez rapide en 15-20 minutes. Juste pour placer les idées et les concepts. Les choses que je vais dire, ce n'est pas nécessairement les choses avec lesquelles je suis tout en accord avec tout, mais c'est des choses qui ont le mérite de placer les balises pour la discussion qui va suivre. Et après ça, on aura un échange. Donc, je voudrais que ce soit beaucoup plus une discussion qu'une conférence. Mais je vais prendre 15 minutes pour placer les choses. Alors, je vais procéder en 3 moments pour placer ces choses-là. Mon premier moment va consister à essayer de montrer comment une certaine idée de l'éducation, c'est bien beau de parler d'éducation et de démocratie, mais qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? Alors, je vais essayer de montrer comment une idée de l'éducation est apparue en Grèce, et c'est une idée que la plupart d'entre nous, je pense, trouvent encore attirante, à bien des égards. Okay? Et je vais vous montrer comment la personne qui déploie ce concept-là d'éducation, il est anti-démocrate. Ce qui veut dire que le lien entre éducation et démocratie n'est pas naturel. Il y a un problème majeur. Ensuite, je vais passer 24 siècles plus tard, puis je vais vous montrer comment naît à une certaine époque une façon de relier démocratie et éducation. Puis comment les gens qui font ça sont, vous allez voir, extrêmement optimistes. Okay? Ils voient un lien possible entre démocratie et éducation. Il y a un passage qui se fait à travers un concept que je vais vous donner. Et là, on se dit, il y a quelque chose de riche et d'important. Vous allez voir des choses auxquelles on est sensible et encore attaché. Puis mon troisième moment d'exposé, ça va être de lancer un certain nombre d'idées pour essayer de suggérer qu'on a peut-être des raisons de s'inquiéter du lien entre démocratie et éducation actuellement dans le monde. Je vais lancer des idées pour discuter à partir de ça. Est-ce que ça vous tente? Oui. Oui? OK. Le concept d'éducation, c'est un concept complexe à cerner. Qu'est-ce qu'on entend exactement par l'éducation? Et il s'adonne qu'il y a de bonnes chances de penser que ce concept-là a été inventé par un homme qui s'appelle Platon, en Grèce, dans l'Antiquité. Platon a probablement le premier eu une vision, une conception relativement claire de ce que c'est l'éducation. Et comme il était un homme d'une intelligence redoutable et un écrivain redoutable, il a réussi à l'exprimer à travers quelque chose que vous avez sans doute déjà entendu dans vos études qui s'appelle l'allégorie ou le mythe de la caverne. Vous connaissez le mythe de la caverne? Si vous avez déjà réfléchi, c'est une métaphore de l'éducation. C'est vraiment une métaphore de l'éducation, le mythe de la caverne. Qu'est-ce qu'il raconte dans le mythe de la caverne? Il nous dit, imaginez des êtres humains au fond d'une caverne, assis dos à un mur, le regard fixé sur les parois de la caverne devant eux. Voici ces gens. Et ces gens-là voient défiler des ombres sur le mur de la caverne, pensent que c'est la réalité, trouvent bien smart celui à côté d'eux qui peut prédire le retour d'une forme, par exemple, qu'ils ont faim. Et ça, c'est leur vie. Et un jour, un d'entre eux est libéré, puis on le force à sortir. Et quand il sort, il commence par aller vers la sortie de la caverne. Mais la première chose qu'il voit, c'est que derrière eux, plus loin, il y a un feu qui est allumé. Et le mur derrière lequel ils étaient, il y a des êtres qui passent avec des objets, des figurines. Et ce qu'ils apercevaient sur le fond du mur, c'était le reflet projeté par le feu de ces ombres de figurines. Et il se dit, mon Dieu, on était dans le fond de la caverne. On confondait, on prenait pour réel ce qui n'est pas réel. On était perdus. Petit à petit, cette
cette personne-là sort et elle arrive au grand air, dehors. Et là, ses yeux ne sont pas habitués, parce qu'elle est dans le fond de la caverne, elle n'a jamais vu le soleil, la lumière. Petit à petit, elle voit les choses, elle les voit comme ils sont, les objets réels. Elle se rend compte que quand il y avait dans la caverne une ombre, c'était l'ombre, mettons, d'un arbre. Mais ce n'était pas un arbre réel encore, l'arbre réel, il est dehors. Et là, petit à petit, ses yeux s'habituent. Et Platon pense que petit à petit, cette personne-là va même regarder le soleil. Et le soleil, il l'appelle le bien. Et si vous y pensez 2 minutes, c'est une très puissante et forte métaphore de ce que c'est qu'une éducation. Qu'est-ce que c'est qu'une éducation? Si on suit ça au sérieux, vous allez voir que la plupart d'entre vous, je pense, vont attacher à plusieurs de ces idées-là. L'éducation, c'est l'arrachement à l'ignorance. C'est l'arrachement aux préjugés. C'est l'arrachement à ici et maintenant. C'est l'ouverture sur le monde. C'est la découverte de la vérité des choses. Vous comprenez ces idées? Ce qui fait que le mot va vous faire sursauter, mais ce que Platon invente, on appelle ça une vision libérale de l'éducation. Pas au sens de regard, mais au sens de qui libère. C'est une éducation qui nous libère. Libère de quoi? Des chaînes de l'ignorance, des superstitions, de l'ici et maintenant. Et par contre, on se libère, Platon nous répond aussi, c'est par les savoirs. Qu'est-ce que l'éducation? C'est l'acquisition par un être humain, par un esprit, de savoirs qui lui permettent de s'arracher à l'ignorance et de connaître le monde tel qu'il est véritablement, et non pas des illusions, des mensonges. Vous comprenez ça? Platon pense donc tout ça. Et il y a un autre aspect de cette idée-là que j'aimerais que vous compreniez bien avec moi, parce qu'on va sûrement revenir là-dessus dans notre discussion. Rappelez-vous la fin de cette aventure-là pour Platon. C'est contempler le bien. Et ce que Platon pense, il essaie de nous dire, c'est que l'éducation, ça nous rend meilleurs. OK, on ne fait pas de l'éducation. Le but de l'éducation, c'est de faire de nous les êtres humains meilleurs. On est mieux éduqués qu'ignorants. Et quand on s'éduque, on se moralise d'une certaine façon. On devient de meilleures personnes. Ce sont des idées riches, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et très puissantes. Et Platon, malheureusement, est un élitiste fervent. C'est-à-dire, il pense que ce processus-là, ce n'est pas tout le monde qui est capable de l'acheter. Et il va donc restreindre l'éducation à ceux qui sont capables. Disons un bon mot pour Platon. C'est vraiment un des premiers féministes de l'histoire. C'est-à-dire qu'il pense, contrairement à son époque, qui est profondément sexiste, que les hommes, comme les femmes, doivent être mais pas tous les hommes et pas toutes les femmes. Et donc, il est profondément élitiste. Ce qui fait que si on veut penser le rapport entre démocratie et éducation avec Platon, on a de la misère, parce qu'il est profondément anti-démocrate. Okay? Mais beaucoup de gens vont penser, rappelez-vous, que cette idée d'éducation libérale, d'éducation conçue comme un processus d'acquisition de connaissances, qui nous arrache à l'ignorance, qui nous permet de penser par nous-mêmes, qui nous moralise, ce sont des idées auxquelles beaucoup d'entre nous sommes encore attachés. L'éducation, ça devrait être ça, le point dans la bonne direction. Mais il est antidémocrate. Vous êtes tous avec moi? Ouais. Deuxième étape. Passons 24 siècles et aboutissons au 18e siècle en Europe. Au 18e siècle en Europe, ça va me permettre de faire le contraste. On est à une époque qu'on appelle le siècle des Lumières. Vous avez déjà entendu l'expression, hein? Siècle des Lumières. Dans tous les mots, dans toutes les langues, on baptise ce siècle-là comme ça, lumière, éclairage. C'est pas parce qu'ils ont inventé l'électricité, mais c'est parce que cette époque-là croit profondément à la lumière de la raison. Alors, ils aspirent, ces gens-là, à diffuser les lumières, puis la raison, puis le savoir, puis la connaissance. C'est donc une époque qui mise profondément sur la diffusion des connaissances. Parmi les auteurs les plus célèbres de cette époque-là, il y en a un groupe qui s'appelle les encyclopédistes. Ils font une encyclopédie, une des premières encyclopédies. Quel est le but d'une encyclopédie? Diffuser le savoir, la connaissance partout. Et donc, ces gens-là, eux, sont démocrates. Ils veulent étendre ça à tout le monde. Ils souhaitent que la diffusion des lumières, dont ils attendent beaucoup de choses. Ces gens-là, mon auteur fétiche, si vous permettez, du XVIIIe siècle, s'appelle Condorcet. C'était un mathématicien et un philosophe. Et Condorcet est tellement confiant de ce qui va résulter de la diffusion du savoir et de la raison qu'il annonce des progrès extraordinaires pour l'humanité. Il pense que quelques siècles plus tard, on va tous vivre 150 ans, la maladie va reculer, on va avoir du progrès. Alors, ils sont très confiants, très optimistes, ces gens-là. Quel lien font-ils entre démocratie et éducation? Mais d'abord, pour eux, l'éducation, c'est donc la transmission de savoir, la transmission de connaissances, mais à tout le monde. Ils veulent que tout le monde devienne ce que Platon voulait réserver à quelques-uns. Et que vont dire ces gens-là? Bien, ils vont dire, il y a un Condorcet en particulier, qui est particulièrement brillant, va inventer une catégorie qui permet de lier éducation et démocratie. Et ça, c'est probablement quelque chose qui devrait faire l'objet de discussion entre nous tantôt. La catégorie qu'il invente, c'est celle de citoyen et de citoyenne.
soit dit en passant, par hasard, Condorcet était aussi féministe avant la lettre. Il se battait pour le droit de vote pour les femmes après la Révolution française. Donc, Condorcet dit la catégorie, c'est citoyenneté. Et qu'invente Condorcet, qu'invente cette époque-là, Condorcet va militer en faveur de ce qu'il va appeler l'instruction publique. L'État doit garantir à chacun la maîtrise de savoir qui permettent à chacun de s'inscrire comme citoyen dans l'espace public. Riche et belle idée, je pense, sur laquelle on vit encore en partie. Donc, l'idée de citoyenneté qu'invente le siècle des Lumières est une idée force pour lier éducation et démocratie. Ces gens-là articulent beaucoup d'idées autour de ça. Je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, ce sont des gens qui sont très attachés à l'idée d'égalité. Pas l'égalité de fait. À la radio récemment, il y a une journaliste qui disait « Ah, je compte ça, l'égalité, et si on avait ça, il n'y aurait plus de Mozart. » C'est pas une bonne réponse, c'est pas une bonne remarque. Personne n'est contre Mozart, mais ce qu'on veut, c'est une égalité de droit entre les citoyens. Ce qu'on veut, c'est une égalité relative aussi entre les citoyens, entre les moyens économiques, le pouvoir dont disposent les gens. Et les jeunes du siècle des Lumières, Condorcet et autres, étaient fortement attachés à cette idée-là. Ils croyaient aussi, ces gens-là, que si on a un espace public de délibération, la citoyenneté peut s'exercer. Ce qui fait qu'à leur époque, ils vont aussi inventer l'idée de médias libres et indépendants. Parce que la conversation démocratique suppose que les citoyens peuvent échanger librement, avoir accès à l'information, discuter. Donc, c'est une idée à laquelle ils sont attachés. Ils sont aussi attachés, une chose, on en reparlera si vous voulez, il y a un théorème mathématique là-dessus, mais ce n'est pas nécessaire de rentrer dedans, mais ils croient aussi, pour des raisons plausibles, que si de nombreuses personnes honnêtes, informées et qui n'ont pas de préjugés, discutent sur une question donnée, ils ont des bonnes chances d'arriver à la bonne décision. Alors, ils valorisent la démocratie pour ça, et vous comprenez que l'éducation, l'instruction publique, comme il disait, lui, c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour faire vivre une démocratie. D'une certaine manière, la démocratie présuppose des citoyens qui sont formés par l'éducation et instruits. Et là, on va vouloir, c'est plus Condorcet qui parle, mais les successeurs, les gens autour vont dire qu'il faut transmettre aux enfants des savoirs indispensables pour prendre position sur des questions, pour en discuter. Il faut leur transmettre aussi des vertus. Tu sais, c'est un vieux mot, vertu. Il faut leur transmettre des vertus. C'est-à-dire, par exemple, on veut que les citoyens soient attentifs au point de vue d'autrui, les prises pas autrui, écoutent autrui, échangent librement. Toute une série de vertus citoyennes, tu sais, c'est des vieux mots, mais ça dit quelque chose quand même, qui sont indispensables pour que la démocratie soit nourrie. On veut des citoyens qui participent à la vie démocratique. C'est leur espace, c'est leur but. Par exemple, une chose qui va devenir centrale chez eux, c'est de dire l'éducation doit faire en sorte que chacun, en titre de citoyen, puisse envisager les questions d'une perspective qui n'est pas égoïste, mais se placer du point de vue du bien commun. Tu comprends? Alors ça, on va vouloir que l'éducation permette ça ou favorise ça. Donc, développement de l'esprit critique, développement de certaines vertus, acquisition de certains savoirs, capacité de se décentrer pour voir les problèmes au-delà de sa propre perspective égoïste du point de vue de l'ensemble. Est-ce que c'est un bel idéal? Moi, c'est dur de dire que ce n'est pas un bel idéal. Probablement, vous sentez aussi que c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux, peut-être même d'utopique, mais c'est quelque chose qui a existé. Et ces gens-là ont porté ça, et beaucoup de gens après eux ont porté ça, ont porté un idéal pareil. Mon troisième point, j'espère que je ne suis pas trop long, mon troisième point, c'est de dire, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter en ce moment, au Québec, d'ailleurs en Occident, du fait que la poursuite de cet idéal peut être abandonnée, ou en tout cas qu'il est menacé, cet idéal? Je vais vous en donner quelques-uns, j'espère pas trop, je ne sais pas si je vais là pour voir un peu. Comment? C'est une table de la République. Génial. OK. Je vous lance des idées. Chaque idée que j'avance, ça ne veut pas dire que je la jette, mais c'est pour lancer la discussion. Vous m'avez suivi à l'idéal d'éducation chez Platon, qu'est-ce que c'est? Lié avec la démocratie aussi, des Lumières, les gens comme Condorcet vont faire ça. Quelle raison pourrait-on avoir aujourd'hui de s'inquiéter de la mise en œuvre de cet idéal? Première chose qui est frappante, c'est que le concept de citoyenneté et de démocratie qui va avec, et l'instruction publique et l'éducation, suppose tout de même une relative égalité entre les citoyens. Pas une égalité complète de fait, mais une relative égalité. On peut discuter longtemps pour savoir jusqu'où ça va, cette égalité-là, mais on peut penser, je soumets à votre attention, à votre bienveillante attention, à votre réflexion, le fait que nous vivons peut-être dans un monde où les inégalités deviennent tellement grandes que cet idéal-là est hors de portée. On vit dans un monde où le 1%, quand on parle souvent, et vous savez sans doute qu'au Québec, la situation est beaucoup moins grave qu'aux États-Unis, par exemple, ou même au Canada anglais, heureusement. Mais elle est dramatique ici aussi, c'est ce qu'il y a de quoi de s'inquiéter. Quand il y a une telle inégalité de fortune, de pouvoir, de celui qui confère l'argent,
sans rien dire du fait que, vous savez sans doute, maintenant, on vit dans un monde où les corporations, les entreprises, ont acquis le statut de citoyen. Ce sont des personnes morales et mortelles. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui vient bouger ou mettre à mal l'idéal que poursuivaient les gens qui conversaient avec d'autres. L'autre idée que je veux lancer porter à votre attention, un des grands penseurs de l'éducation au 20e siècle, vous avez peut-être déjà vu son nom, il s'appelle John Dewey. Il savait qu'il était né de mémoire le 20 octobre Dewey, donc on a fêté son anniversaire de naissance, je ne sais pas le. Et John Dewey, qui est un éminent penseur de l'éducation au 20e siècle, était très préoccupé par le lien entre éducation et démocratie. Et il sentait, on était dans les années 10 ou 20 aux États-Unis, que dans son pays, c'était menacé, et que l'idée de démocratie était en train d'être transformée. Alors, Dewey a voulu penser une éducation pour la démocratie. Et si vous me permettez d'expliquer une petite idée un tout petit peu abstraite, mais tellement brillante que vous allez rapporter chez vous et réfléchir pendant la semaine, Dewey dit on peut définir de toutes sortes de manières la démocratie. C'est un autre concept qui peut faire l'objet de plusieurs définitions. Une d'entre elles pourrait dire une société démocratique, c'est une société où il y a une constitution. C'est une société où les gens ont le droit de vote. C'est une société où il y a séparation des pouvoirs. Tu sais, il y a plusieurs façons possibles, juridiques ou philosophiques, de définir la démocratie. Dewey a proposé la chose suivante. Encore une fois, je la lance à votre attention, vous en ferez ce que vous voulez tantôt. Dewey dit, si on va plus profondément que ça, la démocratie, c'est aussi, peut-être même surtout, un mode de vie associatif. C'est-à-dire une façon pour des individus et des groupes d'individus de vivre les uns avec les autres, d'être associés les uns avec les autres. Et là, Dewey nous dit, qu'est-ce qui caractérise une démocratie comme ce mode de vie-là associatif? Il donne deux critères. Alors, il dit, dans une démocratie, les gens ont des intérêts communs consciemment partagés. Deuxièmement, dans une démocratie, ces gens, ces groupes, ils ont des contacts libres, nombreux, variés. Si vous y pensez un tout petit peu, il y a quoi d'assez intéressant dans cette idée-là. Il y a une démocratie, par-delà, si vous voulez, la Constitution, tous les autres aspects formels qu'on peut donner, une démocratie vivante, vibrante, un mode de vie associatif, une façon de vivre les uns avec les autres, lorsque les gens ont des intérêts communs, ils les partagent, ils échangent là-dessus, et ils ont des contacts nombreux, libres et variés. Et là, de ce point de vue-là, on peut se demander si chez nous c'est le cas. On peut se demander quel intérêt commun, consciemment partagé, ont les gens qui signent le partenariat transpacifique en ce moment et les travailleurs du Québec. On peut se demander quels contacts libres, nombreux et variés ont ces gens-là avec d'autres groupes dans la société. Vous comprenez? Dewey, dans les années 20, avait eu cette phrase extraordinaire. Il disait à ses concitoyens américains, prenez garde. Okay, prenez garde que ce que vous appellerez un jour la politique ne soit plus que l'ombre projetée sur la société par la grande entreprise. Les années 20, prenez garde. Et là, pour comprendre toute la portée de cette remarque-là, c'est de voir quelle idée il se fait de la démocratie. Encore une fois, je vous rappelle, intérêt commun, consciemment partagé, contacts nombreux, variés, libres entre les groupes, entre les individus. C'est peut-être une raison de questionner la possibilité de ce rêve qu'avaient des gens comme Condorcet et d'autres, et de lier démocratie et éducation à travers le concept de citoyenneté. Une autre chose qui peut porter à inquiétude, je le lance, on en discutera, c'est, souvenez-vous qu'au siècle des Lumières, ils inventent l'idée de médias libres, autonomes, permettant d'alimenter la conversation démocratique. Moi, vous le savez probablement, je me suis beaucoup intéressé et beaucoup écrit sur les thèses de Chomsky sur la propagande. Alors, Chomsky essaie de soutenir l'idée qu'aux États-Unis, par exemple, au Québec, ça n'a rien à voir. Chomsky soutient que dans un pays comme les États-Unis, le fait que les médias appartiennent à un nombre extrêmement restreint d'entreprises et qu'elles soient devenues des entreprises elles-mêmes, mais juste le fonctionnement de ces médias-là, je vous rappellerai tantôt sur les filtres, mais le fait que ce soit des entreprises, qu'elles soient orientées vers le profit, qu'elles dépendent de la publicité pour survivre, tous ces éléments-là, ferait en sorte que les médias, loin d'enrichir la conversation démocratique, jouent un rôle propagandiste. Et son modèle, il l'a appelé le modèle propagandiste des médias, en disant que les médias ne jouent plus ce rôle-là. Donc, c'est peut-être, si c'est vrai, c'est une raison de s'inquiéter de la possibilité de maintenir vivant cet idéal de citoyenneté et de démocratie à travers l'instruction publique. J'achève, je vous promets. Une autre chose, moi, qui m'a intéressé beaucoup dans ma carrière, dans mes écrits,
c'est l'existence des relations publiques. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une liste des 100, je crois, personnalités les plus influentes du 20e siècle. Alors, vous pouvez imaginer des gens comme Hitler, Staline, c'était là, parce qu'on parlait 7 siècles pas mal. Mais il y avait aussi, sur la liste, Edward L. Bernays, que très peu de gens connaissent, mais et même à l'époque, peu de gens le connaissaient. Bernays, né en 1891, mort en 1995, donc il vit 104 ans, né à Vienne, neveu de Freud par son père et par sa mère, débarque aux États-Unis. Et je vous raconterai tantôt, si vous me posez des questions là-dessus, parce que le temps file, il invente les relations publiques. Il invente l'industrie des relations publiques. Il invente, en fait, l'idée qu'on peut manipuler la population à l'aide de techniques que lui a inventées. Et ces techniques-là permettent, si tu as les moyens de payer les services de ces entreprises-là, de faire bouger l'opinion dans un sens ou dans un autre. Un des moments forts de ça, c'est la commission Creed en 1914. Un gouvernement est élu aux États-Unis sur la base que les Américains n'iront pas en guerre en Europe. Aussitôt élu, le gouvernement change d'idée. Ça arrive une fois par 100 ans que personne n'est et donc, le gouvernement américain change d'idée. Et là, ils ont le fichu de problème parce que la population est pacifiste qui ne veut pas aller en guerre. On leur a promis qu'on n'y allait pas, puis il faut les transformer en population qui veut aller en guerre. Bernays et d'autres vont participer à la commission Creed et inventer toute une série de stratégies permettant de manipuler l'opinion. Alors, ils inventent les relations publiques. Alors, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Bernays va créer le premier bureau de relations publiques. Et partant de là, c'est parti, parce que quelques années après, il va amener les femmes américaines à fumer. C'est bon, il va réussir à faire en sorte que les femmes fument. C'est semblable. Des stratégies comme ça, j'ai décrites. Puis aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où, dans un pays comme les États-Unis, il y a plus de gens qui travaillent en relations publiques que de gens qui travaillent dans le journalisme ou dans les médias. Je veux dire que c'est une force extrêmement importante dans nos sociétés. Pour prendre un autre exemple tout court, quand la campagne de Stephen Harper battait de l'aile, Harper a fait venir de Grande-Bretagne un spécialiste des communications et des relations publiques qui a appliqué des techniques qu'il connaît. Une de ces techniques, semble-t-il, c'est, vous savez, les chiens entendent certains sons que nous, on n'entend pas. On lance des messages qui sont audibles et intéressants pour les personnes qui sont capables de les décoder parce qu'ils ont ce type de préoccupation-là. On utilise une technique qu'on appelle, je ne me souviens plus si c'est le rat ou le chat mort, mais c'est une discussion de famille, c'est le bordel autour de la table. Tu prends un chat mort, tu le lances à la table, tout le monde parle du chat mort, évidemment. C'est une des stratégies de ce monsieur-là. Et le chat mort, c'est appelé Nicab. C'est vrai, c'est une blague. C'est à cause de ça qu'il a joué au vidéo. Une autre raison peut-être de s'inquiéter de la possibilité de mener au vivant celui en démocratie et éducation. Vous le savez, donc je n'insiste pas trop longtemps là-dessus, mais on vit dans un monde qui est globalisé. Hein? On vit dans un monde qui est financiarisé, globalisé. On vit dans un monde où les entreprises maintenant sont des, je n'invente pas, là, des personnes morales immortelles. Okay? Et ces gens-là, ces pouvoirs-là, l'État, ces pouvoirs-là, occupent désormais une place prépondérante à la prise de décision. Et je vous rappelle, le partenariat transpacifique, là, personne ne sait ce qu'il y a là-dedans, sauf les gens qui vont négocier. Puis nos politiciens risquent de le passer à toute vitesse sans avoir le temps de vraiment lire. Donc, il y a des inquiétudes possibles là-dessus. Surtout, je pourrais que j'achève, mais c'est que. Surtout que ça peut amener, et certaines personnes voient ça comme ça, un détournement de l'éducation qui serait de plus en plus pensé, je vais essayer de dire ça le plus clairement possible, mais non plus d'une manière telle qu'on reconnaît à l'éducation une valeur intrinsèque. Tu comprends? C'est moi parler de ça. Mais si je m'intéresse, moi, et je m'intéresse beaucoup à plein de questions, tu sais, si vous vous intéressez à la géographie, je prends comme exemple, moi, c'est la géographie, si je te dis à quoi ça sert, tu sais que tu as devant toi une Philistin. Parce que à quoi ça sert, c'est vraiment une bonne question d'abord. L'éducation, c'est des choses qui sont intéressantes en soi, qui ont une valeur en soi. Je m'intéresse à la poésie française, parce que c'est extraordinaire, la poésie, c'est beau, la poésie française. Je m'intéresse à la philo ou même à la physique. Je suis convaincu qu'Einstein ne pensait pas à faire du cash quand il pensait sur l'espace et le cash et la relativité restreinte. Il y a une valeur intrinsèque. Feynman, dont je parlais tantôt avec un collègue ici, là, quand il a gagné le prix Nobel de physique, Feynman, il est allé le recevoir et il a dit mais ça, c'est pas important parce que je l'ai déjà reçu mon prix. Mon prix, c'est the pleasure of finding things out. Le plaisir d'avoir découvert les choses. C'est en ce sens-là, c'est intrinsèque. L'éducation, si on se souvient de Platon dont je parlais tantôt, c'est une valeur intrinsèque. C'est en soi que c'est intéressant. Si on commence à penser l'éducation, et c'est pas pour dire qu'on ne devrait pas le faire en partie, mais si l'éducation n'est justifiable que parce que c'est une valeur instrumentale, que parce que c'est une valeur rattachée à l'économie,
que parce qu'elle soit rendre service à des acteurs de l'économie. Là, on a peut-être un déplacement fondamental, dangereux, pour encore une fois l'idéal de relier démocratie et éducation à travers la citoyenneté. Une autre dernière chose que je voulais souligner, juste pour lancer le débat aussi, moi j'ai appris avec stupéfaction il y a quelques années, puis parlons de ça à un moment donné si on veut, mais selon le PK, le programme PK de l'OCDE, selon Statistique Canada, il y aurait quelque chose comme 49 à 51% d'analphabètes fonctionnels au Québec. Ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes. Je tiens à dire, à chaque fois que je cite ces chiffres-là, je dis, entendons-nous bien, PK est arrivé à 49, Statistique Canada 51, l'inverse, je me mélange peut-être, mais c'est des chiffres faramineux, et entendons-nous sur l'analphabète fonctionnel, c'est niveau 2. C'est-à-dire c'est des gens qui ont du mal à fonctionner dans la vie de tous les jours, lire des articles de journaux un peu compliqués, ils ne suivent pas. Je vous rappelle que l'idéal que quelqu'un comme Condorcet, des gens comme lui défendaient, c'est qu'on ait tous accès à des savoirs de base, et donc qu'on puisse lire, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger. Ça nous met peut-être à mal. Je vais faire une dernière remarque, je pense la toute dernière, et je reviens au tout début de mon topo. Platon, au début, souvenez-vous, disait l'éducation, arrachement à l'ignorance, connaissance de la vérité, émancipation de l'esprit par l'accès au savoir. Comme je dis souvent, comme je mets à dire quand j'enseignais Platon aux étudiants, les parents, quand l'enfant vient de l'école le soir, il dit « Qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? » Ils sont platoniciens. Parce que c'est une vraie question platonicienne. Qu'est-ce que tu as appris à l'école pour apprendre? Et donc, mais Platon, souvenez-vous, tout le monde, il avait cette idée, pour en discuter, que l'éducation nous moralise. L'éducation nous rend meilleurs. C'est l'éducation pour lui nous amener vers le mieux, de faire de nous de meilleures personnes. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore tenable? Est-ce que c'est un espoir que vous avez encore? Avez-vous connu des nazis cultivés? Est-ce que c'est possible? Dans quelle mesure ce rêve-là est encore défendable ou on peut y adhérer? Voilà. J'ai fait 3 choses. Platon, l'idée de l'éducation antidémocratique, l'idée de relier l'éducation et la démocratie à travers un certain idéal du citoyen, transmission de savoir, acquisition de vertu, capacité de se déplacer, grand optimisme de ces gens-là. Et à la fin, j'ai donné 6, 7, 8, je ne me rappelle plus, raison peut-être de douter de ça, de se questionner là-dessus. Et à propos de ça, j'aimerais avoir vos avis, parce que le reste du temps, on peut discuter. Voilà. Et si il n'y a pas de questions, je m'en vais. J'aime toujours faire ça quand on fait ce genre d'échange-là. Je sais placer ça, c'est sûr que c'est rapide. Pour moi, c'est extrêmement important que cet échange-là se fasse dans le plus grand respect possible. Je pense qu'il faut que tout le monde ait le sentiment, la certitude qu'on est dans un environnement rassurant, où on peut prendre la parole sans se faire couper, on peut prendre la parole sans se faire attaquer, on peut prendre la parole. C'est important que ce soit comme ça parce qu'on veut échanger, on veut chercher la vérité le plus possible, avancer tout le monde. C'est souvent moi qui apprends le plus dans ces affaires-là. Et donc, c'est vraiment important qu'on fasse ça de manière, on s'entend respectueuse, cool, et pour que tout le monde ait le sentiment qu'ils peuvent parler. Puis, je vais dire des niaiseries, vous avez le droit d'en dire aussi. Alors, qui ouvre le bal? Ben voilà. Voulez-vous répondre? Oui, bien en fait, pour montrer d'où vient la système d'éducation moderne, pour vraiment aborder cette question-là. Puis ça, il y a John Taylor Gatto, qui est un auteur, éducateur fabuleux, qui a écrit dans le Casiano, entre autres. Il a entendu 50 d'écoutes sur YouTube qui existent, c'est vraiment fantastique. Puis, dans le fond, lui, il trace l'origine du système d'éducation moderne à l'armée de Prusse, qui avait besoin de former des soldats, tous pareils, tous prévisibles, en fait. Il n'y avait pas d'exercice de créativité dans les rangs de l'armée. Le modèle était repris par Victor Apprend lui-même, qui était important aux États-Unis et au Canada. Donc, tout le dictat de la cloche, cadence pour 75 minutes, le fait de séparer par âge, de séparer par discipline. Ces choses-là, les Finlandais ont donné les disciplines sont rendues avec des thèmes transversaux. Donc, c'est tout dans le temps disciplinaire. Tout ça, je pense, aide pas. C'est comme pour la religion, la forme institutionnelle qui est l'Église ne rend pas service au message d'amour qui est propagé dans la religion. De la même façon, l'école et l'éducation, il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas laisser l'école venir dans l'éducation. Je conseille dans le délégation qui veut répondre à ça. Donc, on va faire. Je vous donne un complément, si tu me permets.
Il y a eu, à côté de ce que tu décrivais, il y a eu des gens extrêmement progressistes défendant l'idée d'instruction publique. Dans plusieurs pays, notamment en France ou ailleurs, c'est des gens, je ne sais pas moi, on est avec des gens qui travaillent pour la Ligue des droits et libertés. Un des fondateurs de la Ligue des droits et libertés s'appelait Ferdinand Buisson. Il était au ministère de l'Instruction publique en France. Il va gagner le prix Nobel de la paix plus tard. Et c'était quelqu'un qui était très proche des anarchistes. Et beaucoup d'anarchistes, grâce à lui, vont rentrer dans le système d'éducation et faire toutes sortes d'expérimentations. C'est une arme à deux tranchants, cette idée-là. Et moi, pour moi, un des drames, sans dire ce que vous avez dit, du système d'éducation, j'ai écrit beaucoup là-dessus, puis les gens sont pas d'accord avec moi, mais c'est que ce qu'on pratique dans les écoles n'est pas nécessairement fondé sur des données probantes. C'est-à-dire sur les meilleurs résultats de la recherche. Puis, par là, je vais aborder vos idées sur l'éducation, parce que je ne suis pas d'accord avec vos visions d'enseignement difficile. Ça dépend de la façon qu'on évalue. Ça dépend des objectifs qu'on mène. Est-ce qu'on veut des gens capables de régurgiter des données? Est-ce que c'est ça des travailleurs compétents? Ou est-ce qu'on veut des gens qui sont capables de mobiliser différents modes de pensée? Mais il reste que, quand on regarde, prenons par exemple l'apprentissage de lecture. Okay? On a au Québec, semble-t-il, 49 à 51 de l'alphabet fonctionnel. Une donnée plausible. Il s'adonne que longtemps au Québec, d'abord en partie au Québec, on enseigne à lire aux enfants selon les méthodes qui ne sont pas les plus éprouvées. Et les 50%, est-ce que c'est des gens qui viennent juste de sortir de l'école ou est-ce qu'il y en a qui... Non, il y en a depuis toujours. C'est la population en général. Donc, ceux qui viennent de sortir de l'école font partie de ça, et ceux de l'école. Donc, est-ce que c'est ceux du nouveau système qui sont... Non, c'est depuis longtemps, autrement dit, ça existe depuis très très longtemps. Mais ça fait aussi très longtemps qu'on n'enseigne pas à lire selon les méthodes les plus éprouvées. Et ça, c'est un vrai drame national, de voir un tel taux d'analphabétisme. Et à côté de ça, qu'on connaît, je pense que tu m'as lu, John Hattie a fait dans ses méta-analyses dans l'éducation, a fait une synthèse de ce qu'on sait sur l'apprentissage de la lecture. Il s'adonne qu'il y a des méthodes qui sont très efficaces, il s'adonne qu'il y a des méthodes qui sont peu efficaces, puis il s'adonne qu'il y a des méthodes qui sont nuisibles. Alors, si on prend au sérieux l'idée de former des gens, apprendre à lire, tu es d'accord avec moi, c'est une exigence minimale pour fonctionner dans notre société, on devrait se reposer, je pense. Mais moi, ce que vous avez dit, ça me ramène à... On parle de l'alphabétisme, mais par rapport à la science, pour moi, c'est un problème majeur. À la science, en général. Science empirique, expérimentale, oui, et voie scientifique. Ben, moi, je suis médecin, mais je m'intéresse beaucoup à la physique, à la biologie, whatever. Mais, pour développer un esprit critique, là, il faut connaître un peu la méthode scientifique, dans le fond, quand vous parlez des meilleures méthodes, des evidence-based, mon exemple, mon exemple, c'est la médecine, sur cette question-là. Vous savez, sûrement mieux que moi, mais qu'il y a une cinquantaine d'années, à peu près en médecine, il y a eu un vrai bouleversement conceptuel qui s'appelle evidence-based medicine. On va fonder la médecine sur les preuves, les statisticiens sont apparus. C'était en médecine qui a fait ça d'abord, l'idée de méta-analyse, en gros, je ne sais pas rentrer dans les détails techniques. Moi, je pense qu'en éducation, on devrait s'inspirer de ça. Une méthode en éducation, on devrait s'inspirer de ça. Sur la question de la science, moi, j'ai écrit un livre, je ne vais pas parler trop de mes livres, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Liliane est au lycée. Et c'est un jeu de mots sur Liliane et le lycée, parce que le père dit la jeune fille dit à son père à l'école, on lit Liliane et le lycée. Le père ne comprend pas trop, puis il dit Liliane est au lycée. Et là-dedans, je m'interroge sur l'idée de culture générale. Et moi, vous allez voir si ça vous amuse. Moi aussi, je suis préoccupé par le manque de culture scientifique dans la population générale, pas seulement au Québec, mais persuadé qu'il y a un grand nombre de débats que les citoyens doivent connaître, sur lesquels ils doivent être informés. Je prends simplement le réchauffement climatique anthropique, qui est probablement la grande question de l'heure dans le monde, dont on a à peu près parlé dans les dernières élections, vous avez remarqué, c'est une question à peu près complètement occultée. Mais pour comprendre ça, et pour ne pas être victime de la propagande, il faut avoir un minimum de culture scientifique et d'habilité à penser de manière critique. Mais là, je vous ai vu aussi. Oui, c'est ça, c'est par rapport à la question, on est proche d'un cégep, oui. de la création des cégeps avec son idéal de devenir l'humanisme, le courant humaniste, avec le côté plus technocratique, si on veut former de la main. Formation professionnelle. Qui est comme dichotomie, mais là, on s'aperçoit que, mettons, le rapport de Metz, on s'enligne encore plus, encore dans cette vision-là de réduire l'éducation en fonction
superman économie. Puis à quoi ça sert? En sciences humaines, on se fait ramener des modèles comme l'approche par compétence. L'important, c'est pas la finalité d'une recherche. La recherche fondamentale, c'est qu'est-ce que ça va apporter à des acteurs économiques. Puis aussi, comment faire de nos étudiants des techniciens de la recherche, c'est-à-dire des gens qui vont être capables de classer les données, qui vont être capables de trier les choses. On ne veut pas des gens qui pensent par eux-mêmes. Ça les inquiétudes. Je vais réagir, si vous me permettez, il y a tellement de choses immenses là-dedans. Le rapport de Merz, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vais le dire en 2 secondes, mais le gouvernement a commandé il y a quelques années un rapport, 2 ans, c'est 2014, je pense qu'il est sorti, décembre 2014, un rapport sur la formation générale au cégep. Et il faut savoir, quand ils ont créé les cégeps en 67, les premiers apparaissent, c'est vraiment un idéal de relier formation professionnelle et formation générale, ce qui fait qu'on avait l'ambition d'offrir à tous des cours de français, d'éducation publique, mais aussi de philosophie, qui constituent la base de la formation générale. Le rapport de Merz, pour toutes sortes de raisons, on met ça en question et souhaite soit abolir certains cours, soit ouvrir des programmes dans lesquels il n'est pas nécessaire d'en faire, etc. Comme dit, je termine et puis je vous reviens. Et donc, oui, ça, pour certaines personnes, ça signale effectivement une transformation de l'éducation libérale, dans une direction autre. Si je peux me permettre, ce qui me trouve dans ce dossier-là, personnellement, je ne sais pas comment vous allez réagir à ça, je ne vais pas pour le faire, mais quand les cégeps sont mis sur pied, avec toutes les imperfections qu'on peut trouver à ça, je vous rappelle, la commission de parents circule au Québec pendant des années, écoute les gens, explique ce qu'elle veut faire, finit par produire un rapport de 5 tomes, qui s'est fait en 1966, je pense, de mémoire, a eu le temps de consulter, d'expliquer, etc. Et d'arriver avec des recommandations qu'elle prend le temps d'expliquer, donc on crée le ministère de l'Éducation, le Conseil supérieur de l'Éducation. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, le Parti libéral fait une réflexion sur l'éducation au Québec au 21e siècle. Ça a lieu dans un cégep ou une salle quelconque. Il faut payer 150 $ au Parti libéral pour aller là. Et la majorité des intervenants, je n'ai rien contre eux, il y en a qui sont des chic types, des personnes, des femmes chic, des gens d'affaires, des gens de ce qu'on voit. Il y a très peu de gens qui ont une vision libérale, par exemple comme Platon, on peut s'en rendre sur l'éducation. Et ça me semble aussi un profond détournement. Une des légitimités qu'on peut avoir sur le concept d'éducation, on peut avoir des accords sur ce que c'est que l'éducation, mais une des légitimités possibles, c'est une légitimité consensuelle, sociale, et ça, pour l'avoir, il faut en discuter. Et là, tu vois, il y a une façon de déplacer la problématique qui m'apparaît effectivement troublante. Pas pour dire que, si tu me permets aussi, que c'est pas légitime, 50 ans à peu près après la création des cégeps, de s'interroger sur la formation générale qu'on veut donner. C'est possible de s'interroger là-dessus. Moi, je vous rappelle, monsieur, si on m'avait consulté là-dessus, j'aurais dit j'aimerais que les gens au cégep fassent un cours préparé par les profs de sciences et les profs de philo qui introduirait à la pensée critique en matière de sciences, qui montrerait la méthode scientifique, placerait un certain nombre de concepts fondamentaux extrêmement utiles. Je suis philosophe, je considère qu'on pourrait laisser aller un petit peu de quelque chose les philosophes pour travailler avec les scientifiques pour faire ça, parce que les futurs citoyens, s'ils ne veulent pas se faire leurrer par le panneau qu'on voyait au Québec disant c'est la faute au soleil et le réchauffement climatique, on veut qu'ils aient des notions de science, que ce soit présent chez eux. On ne peut pas faire de tout le monde des scientifiques, on ne peut pas tous être médecins, mais on peut tous avoir des balises de pensée là-dessus. Et si vous me permettez une dernière idée, est-ce que ça vous dérange que j'en avance une dernière? Là, je vais prêcher pour ma paroisse, parce qu'il y a quelques semaines à peine, il y a une nouvelle encourageante qui est arrivée de Durham, en Angleterre. Ils ont suivi. Dans les années 60, il y a un monsieur qui enseignait la philosophie à l'université. Il s'appelait Matthew Lipman. Matthew Lipman enseigne la philosophie à l'université aux États-Unis. Et il est très déçu de voir le manque de pensée critique et de capacité argumentative de ses étudiants, qui sont pourtant arrivés à l'université dans les années 60. Ce qu'il va faire, il va se dire, ça doit être quelque chose qui s'apprend très tôt. Commençons de bonne heure à apprendre ces choses-là. Il va donc quitter l'université et fonder un institut de philosophie pour enfants. Il le crée en 1974. Et l'idée de fou de Lippmann, c'est de dire, on va commencer à faire de la philo en première année, même en maternelle. Et le but, évidemment, tu ne fais pas de la grande philo à cette époque-là, mais le but, c'est de commencer à déployer des habitudes de pensée critique. Et là, il invente des méthodes pour faire ça, il invente des façons de procéder. Je vous raconterai si vous voulez. Là, ça fait plusieurs années que ça existe, ça. En Angleterre, à Durham, ils ont suivi des cohortes d'enfants qui suivaient la philo pour enfants, des cohortes ordinaires. Ça fait plusieurs années qu'il y a des données probantes qui arrivent, là, et ça, c'en est une de plus. Par exemple, ils découvrent que les enfants qui ont fait ces formations-là, en philo pour enfants, 1 heure par semaine,
ils sont meilleurs que ceux qui ne l'ont pas eu en langue, en mathématiques. Et aussi une chose qui pour moi est très touchante, c'est que c'est les enfants de milieux défavorisés qui en ont plus bénéficié. Ce qui est extraordinaire, c'est une donnée probante dont on doit tenir compte, ça aide particulièrement les gens de milieux défavorisés. Et là-dessus, ils ont des mesures, c'est chiffré, c'est quantitatif. Et le rapport donne aussi des mesures qualitatives où les profs, comme les enfants, disent on a une meilleure atmosphère à l'école, c'est plus fun de discuter, on échange plus agréablement. Alors, c'est des données pertinentes et intéressantes, ce qui montre peut-être qu'il y a possibilité de faire quelque chose pour le développement de la pensée critique. J'ai vu votre main, monsieur, mademoiselle, ici, va m'en vouloir si je ne viens pas attendre. Je voulais réagir un peu au fait, je ne sais plus qui était le seul, qu'on parlait de technicien un peu qui était incapable de réfléchir. Moi, je vais parler en tant qu'étudiant, mais aussi en tant qu'adulte qui répond aux études sur le système d'éducation, puis j'aimerais apporter un point un petit peu moins négatif dans le sens où c'est très cartésien. Quand on a 17 ans ou qu'on a 16 ans et qu'on nous demande de choisir quoi faire de notre vie, on n'a presque jamais fait à manger. On nous dit tu t'en vas faire quelque chose pour ça. Tu peux pas tout faire. Quand tu vas faire une technique, tu n'es pas un technicien qui n'est pas capable de penser parce que tu as du français, tu as de la philo, tu as vraiment un tas de cours qui sont scientifiques, mais aussi un tas de cours qui sont humains, mais pour faire quelque chose. Puis tu ne peux pas retourner aux études juste pour apprendre, même tout le monde, parce que la société te demande de lui faire bénéficier de ce que tu as appris. Tu ne peux pas apprendre la philo, les maths, avoir un esprit scientifique, puis en plus avoir un esprit critique, puis tout faire ça. C'est très bien condensé, puis je trouve que c'est peut-être pas assez équilibré, mais c'est le plus équilibré que ça pourrait être sans que nos études nous prennent des années et des années, parce qu'à il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des gens qui n'ont pas l'ambition de faire des métiers que la société leur demande de faire, puis qui sont acceptables par la société. Moi, je retourne aux études, puis je ne sais même pas quoi faire, puis les gens, je dis aux gens, je retourne aux études, puis ils me disent, pour faire quoi? Et pourquoi il faudrait que je me justifie ce que je veux faire, quand vous voulez même pas, quand vous voulez que je pense, que je sois scientifique, puis je comprends pas où aller où l'équilibre, là. On pense, on est correctement penseur, mais c'est trop. Peut-être que le monsieur répond, je pense, aux réactions de propos de tantôt. Vous réagir ou vous réagir Je comprends pas aller où l'équilibre. Je comprends pas aller où l'équilibre. On a beaucoup à faire. Souvent, il y avait des disciplines, philosophie, psychologie, c'est donne quoi, de réflexe. Ils ont essayé, en tout cas, de ce que j'ai compris du rapport parent de son application, c'est qu'ils ont voulu mettre ensemble le secteur technique professionnel, le mettre ensemble avec ce qui était avant les collèges tacites, qui étaient concentrés sur l'approche humanisme et à la sauce au thomisme qui était au courant de l'époque, qui était plus les courants du clergé, si on veut. On a rassemblé ça dans une même institution en espérant justement faire profiter le fait qu'on allait avoir des profs en philosophie, en littérature, tout ça, qui allaient pouvoir aussi enseigner au domaine technique, au domaine professionnel. Puis un des enjeux, quand on parle, c'est que souvent, tous les 10 ans, on parle justement d'abolir les cégeps, de dire de toute façon, on n'est pas comme les autres au Canada et les autres aux États-Unis. On va les abolir parce que il va y avoir le professionnel uniquement, puis le prix universitaire va se faire intégrer par l'université. Puis ça va devenir un peu comme en Ontario, avec l'année de plus. Ça vaut ce que ça vaut, deux réactions, si vous me permettez. La première, c'est une opinion personnelle. J'ai enseigné au Cégep pendant 10 ans, je connais le domaine. Moi, je pense que c'est une des richesses du système d'éducation québécois qui est le Cégep. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense aussi que c'est un espace de liberté pour les gens qui y sont. J'ai enseigné longtemps, je suis étudiant à l'université de ma carrière. C'est un moment où les jeunes découvrent les mondes en ce moment. Et ça, on lit parfois, je pense français au Cégep, c'est que c'est catastrophique, les jeunes Québécois mettent au secteur général 2,4 ans pour faire leur Cégep. Là, une partie de moi dit bravo, c'est parce qu'ils prennent le temps d'explorer, ils découvrent. Moi, j'ai eu des étudiantes dans ma carrière qui s'en allaient en sciences naturelles, maths, physique, parce que c'est ça qu'ils adoraient par-dessus tout. Puis, je les ai corrompus, puis on finit par faire philo. Ça arrive. L'inverse aussi, j'ai connu, vous connaissez sûrement aussi, vous pouvez donner des exemples de gens qui s'en vont au cégep en cinéma, des coups, c'est pas pour eux, ils s'en vont dans d'autres choses. Pour moi, c'est une des plus belles créations du système scolaire québécois, le cégep. C'est une occasion d'exploration. Je peux vous dire, en tant que l'université, j'étais content qu'il y ait 2 ans de cégep avant qu'il arrive. C'est un moment où les gens maturent énormément, le cégep, ils font beaucoup de choses. Donc, et c'est ce que vous avez dit aussi, vous avez raison, c'est extrêmement ambitieux, le cégep. C'est ambitieux d'avoir voulu faire ça. Mais je pense que c'est dans le prolongement de ce rêve que j'ai évoqué tantôt. Oui, c'est ça. Quand on le fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, mais c'est une pratique.
Je vais prendre des gens qui n'ont pas parlé, si vous me permettez. C'est bon, tu peux le faire. Une fois. Alors, Dans le contexte de l'Gaspésie, c'est d'autant plus important parce que ça fait office d'institution universitaire. on est en tournée, je vous l'ai dit, en Gaspésie pour le dossier. J'ai rencontré des profs de cégep, des syndicats, etc. Je pense que ma prochaine chronique, l'autre après, va porter sur l'importance des cégeps en région, parce que c'est une autre dynamique. T'sais. Puis je crois pouvoir dire aussi que l'austérité, qui est dure à vivre à Montréal, dans les grands centres, a des effets probablement encore plus grands et décuplés dans les cégeps en région, qui ont effectivement, on le voit très vite, un rôle culturel, économique, politique extrêmement grand. T'sais. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux dans les gens de cégeps en Montréal. Les gens qui n'ont pas parlé encore, vous avez la possibilité de vous exprimer. Oui. Moi, j'ai une question. Oui. Peut-être sur la capacité d'une communauté ou d'une jeunesse d'acquérir des connaissances citoyennes, des vraies connaissances à l'extérieur d'un cégep ou même d'un État ou de la façon dont vous l'écrivez qui est limitée, vraisemblablement. Puis, juste une anecdote bien banale, mais parle. Moi, la semaine dernière, mon lave-vaisselle a brisé. Puis, j'ai trouvé l'information sur YouTube d'un gars en Nord-Angleterre. Je pense qu'il venait de Durham, d'ailleurs. Puis, quel âge il avait? Non, mais c'est parce que ça illustre bien l'essence de ma question. J'ai trouvé cette connaissance-là, technique, dans une autre communauté d'appartenance. Quelqu'un de l'extérieur, je lui ai payé une bière, j'ai transféré 5,40 par... Non. Ouais. Mais il y a une relation citoyenne d'échange de connaissances techniques. Et ma question, c'est, est-ce que c'est utopique de penser qu'un jour, dans 50 ans, donc, on puisse acquérir une connaissance citoyenne de la même façon? Je vais faire une distinction conceptuelle. En philo, on aime bien ça. C'est un peu le métier, la distinction conceptuelle. J'ai parlé d'éducation, j'ai essayé de définir l'éducation. L'éducation, c'est différent de la scolarisation. La scolarisation, l'école, c'est un moyen d'acquérir l'éducation. Il y a d'autres moyens d'acquérir l'éducation. Il y a des gens qui sont autodidactes, il y a des gens qui sont élevés à la maison. Il y a des gens, même au Québec, qui pratiquent le homeschooling ou le unschooling. Tu comprends? Donc, cette distinction entre éducation et les moyens par lesquels on obtient l'éducation est pertinente, parce qu'on peut devenir éduqué sans être allé à l'école, par toutes sortes d'autres moyens. On peut aussi, hélas, être allé à l'école sans être éduqué. Donc, la distinction est importante. Est-ce que des moyens technologiques, comme je pense que vous pensez à Internet, et ainsi de suite, sont des moyens qui peuvent libérer les potentiels d'éducation? Vous ouvrez un énorme dossier. C'est un énorme dossier. Moi, j'aime me fier à des données probantes quand c'est possible. Alors, en ce moment, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a un truc qui s'appelle des MOOCs. Connaissez-vous ce mot-là? M-O-O-C. Alors ça veut dire Massive Online Open Courses. Alors, ce sont des cours offerts par des universités, typiquement gratuits, qu'on peut suivre à distance, à son rythme, et qui te permettent, écoute, moi je suis un grand fan de sciences, etc. Le MIT, la plus grande institution scientifique au monde, offre des cours, Massive Online Open Courses, des cours en ligne, on peut les suivre. Est-ce que c'est une possibilité? Mais il y a bien des débats en ce moment dans le secteur de la recherche, sur la pertinence, l'opportunité, la capacité d'apprendre par ce genre de cours-là. Au cégep, je ne sais pas si vous êtes au cégep, là, mais en ce moment, au cégep, il y a une mode qui commence à apparaître, on appelle ça flipped classroom, des classes inversées. Et dans la classe inversée, les profs vont mettre en ligne, sur YouTube, pourquoi pas, ou ailleurs, là, une réseau interne, leur cours. Le prof va mettre son cours de calcul différentiel intégral 1, leçon 1, il est là. Les gens, avant d'aller en classe pour visionner ce cours-là, et le temps de présence en classe est consacré, vous en avez un peut-être, je ne sais pas. Non, mais le temps de présence en classe est consacré à des discussions, des échanges. Là. Si vous me permettez un anglicisme, jury is still out. On se demande est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent, possible. On voyait que ça ouvre évidemment des univers de possibilités à voir, à utiliser. Ils me permettent, ce que je vais donner là, c'est de l'information factuelle. Un point de vue personnel aussi, ce ne serait pas étonnant non plus que les intérêts économiques qui sont derrière ça s'en emparent à leur service. Que Google ou d'autres s'en emparent à leur service. Je cite de mémoire, et je ne pourrais pas le garantir, mais l'affaire est bonne. Bill Gates et d'autres ont aux États-Unis créé des nuages
mis au service des écoles, mais ils récoltent les informations sur les élèves. Et ils sont stockés là. Des informations auxquelles on n'avait pas accès habituellement. Et ils pourront être utilisés par toutes sortes de compagnies. Tu vois. Alors, la chose a à la fois son côté prometteur, attractif, intéressant, mais aussi son côté dangereux, hein, parce que c'est effectivement... j'ai écrit un texte récemment sur les menaces à la vie privée occasionnées par ces nouvelles technologies-là. Alors, vous savez que c'est tout à fait le cas maintenant. Hein, tu sors du métro, il y a une caméra qui te fixe et qui regarde d'écrire la couleur de ta cravate par quelqu'un à distance. Tu vas payer ton café, les données sont ramassées, peut-être sécuritaires, mais peut-être pas. Tu avais rendez-vous avec quelqu'un, il arrive, tu l'as googlé, tu sais des choses sur lui, tu crois savoir des choses sur lui, mais lui aussi, on le sait sur toi. Si tu déposes ton téléphone sur la table, peut-être qu'un logiciel appelé Schtroumpf se met en marche et permet d'écouter la conversation sur la table. C'est vrai. Juste rajouter quelque chose, les gens qui disent ce qu'on appelle le libre, les logiciels libres, par exemple, on parle de Facebook, L, qui existe, on est capable de se créer sur le réseau, on essaie d'espionner. Il y a des choix, malheureusement. Moi, je trouve que l'éducation aujourd'hui a une panoplie de possibilités. C'est ça qui est fascinant. Moi, je me souviens quand j'ai fait mes cours à l'Université de Vaudreuil-sur-Lys, il n'y avait pas grand monde qui, à la maîtrise ou au doctorat, pouvait s'en aller à San Diego, pouvait s'en aller à Londres, pouvait s'en aller à Paris. Aujourd'hui, il y a une possibilité, si je veux faire même une partie de mon bac, j'ai rencontré, je me souviens, il y a peut-être 5-6 ans, une jeune fille qui était en littérature à Laval. Elle était passée 6 mois à Aix-en-Provence. C'est extraordinaire. L'autre problème, je dirais, pour répondre un peu à la question, ce qui permet de sauver des choses, qui permet à des individus, c'est la curiosité et la persévérance. Si on n'est pas curieux, on va se sentir strictement dévalé. Je vais essayer de donner la parole aux gens qui ne vont pas parler, parce que le monsieur ici avait levé la main, puis monsieur là-bas, mais dans ce ordre-là, je crois. 1, 2, 3, d'accord? OK, pour permettre à tout le monde de parler. Oui? J'ai enseigné pendant 20 ans et à l'université. Et ce que je perçois, les élèves qui, même si on ne les performe pas, ceux qui avaient plus de chances de réussir, c'est ceux qui étaient plus. Monsieur. Oui, bien, c'est une question. J'aimerais avoir votre opinion sur comment la scolarité et l'éducation peut favoriser une société d'atteindre le bonheur. De mon côté un peu idéaliste, parce qu'on sait qu'on marchandise l'éducation. Puis tantôt, vous avez fait la distinction entre éducation et scolarisation. Oui. Ben, peut-être que je serais plus intéressé à comment la scolarisation pourrait aider à atteindre le bonheur dans une société. Vous êtes sérieux, là? Eh bien, voici, c'est tout simple. Je crois que notre système d'éducation, il est ambitieux, c'est vrai. Il doit transmettre des savoirs, rendre des gens autonomes, capables de penser par eux-mêmes. Mais en même temps, je peux une réponse qui ne satisfera pas pendant tout, les penseurs de ce système d'éducation-là, quelqu'un comme Condorcet, par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, tantôt, il disait l'instruction publique. Il ne parlait pas d'éducation, il parlait d'instruction publique. C'est qu'il y avait une espèce de modestie devant le type de questions que tu soulèves. Je te tutoie, peut-être. Il y avait une modestie devant le type de questions que tu soulèves qui consistait à dire ce qu'on est capable de faire modestement, c'est de transmettre des savoirs pour préparer les citoyens comme ça. Mais toutes ces autres questions extrêmement vastes sur le sens de la vie, le bonheur tel que chacun de nous peut le définir, l'idée qu'on se fait de l'aventure humaine, de cette fin, etc. Pour ces gens-là, pour Condorcet en particulier, puis d'autres aussi, c'est des questions tellement vastes, tellement profondes, et aux réponses tellement contrastées, que le système d'éducation qu'ils imaginaient ne devait pas s'en venir. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'ils parlaient de l'instruction publique et non pas d'éducation. Et pour terminer un peu, je suis l'ex de réponse qui est triste un peu, mais pour terminer le raisonnement, les gens comme Condorcet disaient donc, toutes ces questions-là sont beaucoup trop graves, importantes ou sérieuses pour être mises dans l'école, okay? Et on devrait demeurer neutre par rapport à toutes celles-là. Les gens, les familles pourront changer, mais l'école elle-même est neutre. Je ne sais pas si tu vois ce que Condorcet vient d'inventer. La laïcité. Il vient d'inventer la laïcité républicaine. Tu sais, cette idée, on a encore débattu ça au Québec un an ou deux, quand on a discuté de la Charte des valeurs. Et donc,
est-ce que c'est pertinent, je te renvoie à la question, est-ce que c'est pertinent, plausible de dire que l'école doit aller aussi loin que dire on veut faire des gens heureux, on vise le bonheur? Peut-être que c'est ambitieux trop. Je vais prendre dans l'ordre où les gens se sont. Je pense que c'est vous. Oui? Oui, ben c'est ça, mais on pense pas, comme vous dites, ces systèmes d'éducation-là qui ne rendent pas vraiment la personne plus éduquée nécessairement, puis on se rend compte qu'il y a une espèce de fissure entre. Je pense que oui, l'éducation au sens personnel peut seulement améliorer ses propres conditions de vie, puis seulement aider à s'élever, puis que là, on peut toujours critiquer le système d'éducation de ne pas combler ce besoin-là. Mais il me semble qu'il y a comme une espèce pas d'illogisme, mais comme le système d'éducation est produit par le système lui-même, donc on peut s'attendre à rien d'autre qui exige une productivité pour servir ce système-là lui-même. Puis je pense que si les gens veulent être améliorés au sens moral, élevés au sens moral, un peu comme Platon en parlait dans son sens de l'éducation, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un système extérieur le fasse, exiger de ce système-là que lui forme des citoyens pour les rendre chacun un peu, mais que c'est bien plus une responsabilité individuelle de chacun de prendre en main sa propre éducation et de s'instruire s'il veut pouvoir s'élever. Vous soulevez un éventail, un enjeu qui est réel, qui est important. C'est quand les systèmes d'éducation nationaux se mettent en place à la suite de après ces lumières, il y a bien des gens de gauche qui vont développer la thèse que vous développez là, qui prend aujourd'hui la forme de l'asservissement à l'économie qui est impossible à contourner, puisqu'on vit dans ces institutions-là qui poussent à ça. Tu comprends? C'est une thèse, effectivement, possible en réaction à l'examen de méthode du rôle de l'éducation du 19e siècle au 20e siècle. Les anarchistes, les communistes, même les socialistes ont développé précisément ce type de thèse-là en éducation. Il y a à côté de ça une thèse beaucoup plus optimiste qui dit c'est un outil possible, servons-nous-en, c'est un outil d'égalisation des chances. Par l'éducation, on peut aider des gens à sortir de la pauvreté. L'éducation peut aider des communautés, des enfants qui n'ont pas la chance d'arriver à l'école avec le bagage comme les autres. Si on utilise des méthodes d'éducation les meilleures, éprouvées, on a des chances de parvenir à des succès avec ces gens-là. Parce qu'évidemment, l'école, qui se veut en droit un vecteur d'égalité des chances, elle est aussi en pratique, on connaît ça en sociologie de l'éducation depuis des années, un facteur de reproduction, pour prendre les mots de Bourdieu, de reproduction sociale. Donc, l'enjeu que tu soulèves, il est là, et je pense qu'il revient à chacun de nous de lucidement faire face à cette question-là. Est-ce qu'on adopte une thèse? Est-ce qu'on adopte l'autre? Est-ce qu'on se situe dans un entre-deux? Je te renvoie à la question, parce que c'est à toi de te situer sur cet enjeu-là, qui est crucial, qui est réel, qui est important. Qu'est-ce qu'on doit attendre du système d'éducation? Tu permets, j'ai aux gens qui l'ont vu. Je te promets, je ne t'oublie pas, je vais t'en revenir, mais je vais te donner à ceux qui ont pas. Oui. Je vais me permettre d'être un petit peu plus terre à terre, excusez. Non, c'est bien. On en a besoin, on vous attend. Non, parce que je gravite aussi autour du cégep, comme plusieurs personnes qui ont pris la parole ici. Parce que j'écoutais l'échange entre mon collègue et mademoiselle ici. J'ai mal entendu un peu, mais de ce que je crois que j'ai compris, c'était que ben, c'est pas dans ma de faire des cours de philo, etc., parce que je voudrais pouvoir me diriger vers un métier. C'est à peu près ça que j'ai compris. Non, au contraire, c'est important qu'il soit là, mais si on devait combiner, si quelqu'un qui fait un cours, mettons, sciences humaines et sciences nature, dans le but de faire quelque chose, parce que c'est ça finalement le cégep, tu t'enlignes dans un cours préuniversitaire ou une technique de 3 ans, sans parler du professionnel. Fait que tu vas avoir des cours de base, plus des cours de concentration. Mais si en plus de tes cours de base qui sont le français, la philosophie, l'éducation, parce que on veut que, en plus de savoir bien écrire, puis d'avoir un minimum de culture dans la littérature française, tu saches réfléchir, puis que tu sois un peu au courant de l'éducation physique. Okay, tu fais des cours de concentration en mathématiques, mais il faudrait qu'il y ait aussi des concentrations sociales. Ben, le cégep, il durerait 6 ans, mais là, ça serait là, ça lâcherait les gens qui auraient... On ne serait plus dans le modèle de la société qu'il faut que tu fasses tes cours pour quelque chose. Puis c'est aussi un peu... Je
justement de la psychologie sociale, mélangée avec les mathématiques, ben, nos cégeps duraient 6-7 ans. Puis, je me demande, il y a l'équilibre en fait là-dedans, là, parce qu'on ne peut pas être tout à la fois avec juste le système d'éducation qu'on a, mais on continue de dire, ben, c'est pas bien, il faudrait que les gens soient plus éduqués socialement, plus éduqués mathématiquement, il faudrait qu'on ait... C'est un peu... c'est très ambitieux. Ça rejoint un peu le point que je voulais aborder. C'est beaucoup de pression sur les jeunes aussi, de la part des adultes. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie si ça me tente juste d'écouter puis d'apprendre? Non, tu peux pas faire ça, faut que tu payes tes taxes pour que moi je paye moins d'impôts. Tu sais. Ça va un peu dans ce sens, c'est-à-dire que c'est la pression qu'on met pour acquérir un certain corpus de connaissances générales qui sont essentielles pour pouvoir être un citoyen qui prend des décisions éclairées. La mission de cégep en région aussi, c'est de fournir ce corpus-là aux étudiants et à la population en général, en dehors du contexte académique aussi. Par exemple, si M. Baillargeon est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il est invité par le CERAD, qui est un centre de recherche qui est intégré au cégep. Le cégep a aussi un rôle au niveau, on parlait de l'asservissement un peu à l'éducation, mais il y a aussi un rôle de levier économique, que ce soit par exemple avec notre technocentre éolien, qui permet aux gens, par exemple à Matane, de travailler, de pouvoir innover, de pouvoir garder les emplois. C'est aussi un pôle culturel. Par exemple, il y a en masse d'événements culturels qui se passent dans le cadre des bâtiments ici. C'est aussi un pôle sportif. On a un centre sportif ici qui est extraordinaire, qui profite à la population. Puis là où je veux en venir avec tout ça, c'est que moi, ce que je remarque avec les politiques d'austérité, c'est que tranquillement, les cégeps de région vont se désengager de toute leur mission connexe de développement économique, culturel, social. Par exemple, je trouve qu'il y a des organismes communautaires ici qui manquent de financement, ils manquent de solutions, ben, ils viennent nous voir aussi là, on va voir avec eux quelles solutions on peut trouver peut-être pour les aider à mener. Donc, on parlait de bonheur aussi tantôt, je vais peut-être plus pragmatique en parlant de qualité de vie. C'est-à-dire qu'on peut améliorer les conditions de vie des gens qui sont autour à tous les niveaux. Et déjà, par exemple, au centre sportif, les heures commencent à être réduites, ça devient un peu plus cher, il y a des frais afférents qui arrivent. Puis là, on voit tranquillement le cégep ici se désengager peu à peu de toutes ces missions qui font que le cégep est important en région, qui viennent du rapport parent aussi. Le rapport parent, vous voyez aussi que ce soit des pôles de réflexion et d'effervescence. Puis je regarde ce qui se passe dans les sites de d'autres régions. Il y a certains cégeps que je n'aimerais pas qui sont complètement désengagés de presque toute leur mission pour devenir carrément des succursales de grandes entreprises qui forment des gens exprès pour une entreprise en particulier. Fait que, par exemple, si la cimenterie ici ouvre, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une AEC en traitement du ciment qui arrive, formation d'un année, puis si la cimenterie est faite, ben c'est l'autre, mais tu sais, c'est une tendance qu'on marque, on se désengage tranquillement de notre pôle de levier économique pour tranquillement se transformer en une espèce de succursale, une boîte à diplômés, en laissant de côté toute notre mission qu'on a en région. Seriez-vous d'accord? J'ai une question pour dire, je pense que vous avez touché à ça un peu, mais développer un peu le point, pour dire qu'effectivement, donc, les mesures d'austérité en cours ont un effet décuplé sur les cégeps en région à cause de leur fragilité. D'autant plus que, à moins que je me trompe, mais le cégep était déjà en plan de redressement avant la mesure d'austérité. C'est-à-dire qu'il était déjà, il y a peut-être déjà que la situation économique du cégep pour préciser, mais il y avait déjà des difficultés. Puis là, on rajoute de l'austérité par-dessus. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de se retirer de certains dossiers. Je pense juste pour nos étudiants ici, puis je pense que ça va parler dans notre campus. Les activités parascolaires, maintenant, elles sont payantes. C'est supposé être un système gratuit, puis le parascolaire et le scolaire, ça, c'est toutes des choses qui permettent de former les citoyens, de développer des habiletés, puis qui profitent à la population, souvent. Je lui en laisse la responsabilité, mais une des premières personnes que nous, qu'on a rencontrées dans le PV en Gaspésie, une dame extrêmement dynamique, brillante et tout, elle disait que, à son avis, l'innovation de l'enseignement et de l'éducation au Québec dans les années 60, la Révolution tranquille, ça s'était arrêté aux portes de la Gaspésie. Non, mais elle disait que la démocratisation n'était pas pleinement accomplie ici. Et elle soutenait que pour que ça ait été le cas, il aurait fallu qu'il y ait une université à Gaspésie. Il aurait fallu qu'il y ait un campus, pas de ski, mais un autre plus loin dans le campus. Je pense que vous avez levé la main dessus. En fait, c'est un peu sur la même ligne, mais comme le cégep, comme tu disais, il est en train de. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Le cégep était en plan de redressement depuis quelques années. Je dis ça parce que c'est en toute mesure que je sais sur le CA, j'ai plus d'informations là-dessus. Mais dans le fond, le cégep est en plan de redressement depuis plusieurs années. L'année dernière, avant les mesures austéritaires qui ont été appliquées par le gouvernement libéral, c'était la dernière année du plan de redressement. Le cégep avait un bilan financier positif à la première année.
Donc, ça allait bien, on a réussi à s'en sortir. Même les couples qui avaient été faites avant ça, qui ont dû couper le gazon en dessous des pieds carrément. On a coupé un autre, plus de 900 000 en tout. Il fallait aller chercher plus loin. C'est là qu'il y avait des mesures qu'on a pu aller chercher par région. On n'a vraiment pas eu le choix d'aller chercher l'argent quelque part. On fait un peu la situation des personnes qui sont un peu plus haut, qui ne peuvent pas vraiment rien faire tant que ça. Ils ont vraiment les mains liées parce que par l'argent qui se font couper en dessous des pieds, mais c'est plate que ça part dans la rue. On a eu récemment, avec le vu, moi ça m'a dit, le premier ministre du Québec avait dit dans une entrevue récemment qu'il savait bien que les mesures d'austérité qu'il mettait en place faisaient beaucoup de tort aux enfants en difficulté, favorisés, et c'était plus à payer pour atteindre les budgétaires. Je donne à peu près la formulation. Je me disais aussi que c'est une chose qu'on pourrait s'attendre, parce que les gens au pouvoir pensent et qu'ils l'avouent publiquement. C'est d'être rendu extrêmement loin ou bas, je ne sais pas quel mot employer, que l'avouer. Mais de l'autre côté, la majorité a voulu atteindre l'équilibre budgétaire. C'est ça qui est terrible. C'est ça qu'ils veulent, la majorité de l'équilibre. Regarde le nombre de gens qui ont voté pour les libéraux, c'est pas la majorité. En tout cas, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais ils sont quand même majoritaires, c'est ça. Quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Oui, mesdames. Oui, allô? Ça, on parlait au niveau de la privatisation. Moi, en fait, j'ai étudié du côté de la force obscure, là. La boîte à employés. J'ai étudié à l'ITHQ. C'est l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Et c'est le meilleur exemple d'une école publique qui s'est fait par en arrière, privatisée. À l'ITHQ, on a un cursus très, très précis et très serré à suivre. Et dès qu'on échoue un cours, il n'y a pas... Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai fait le cours en gestion d'entreprise touristique. C'est un cours de 3 ans et c'est très intensif. D'ailleurs, les élèves sont choisis, triés sur le volet. Il faut passer des entrevues pour être choisis. Et il y a beaucoup de gens qui pensent à une école privée, mais c'est totalement public, là. Et c'est des frais d'admission de presque 1 000 $ par session. Parce qu'on a des sorties à faire, il faut aller visiter les régions touristiques du Québec. Je dis 1 000 $ parce qu'on a un uniforme à payer, puis il y a toujours des extras. Hein, puis on a des salles de classe qui s'appellent l'Auditorium Saint-Hubert, avec le déco Saint-Hubert. On a, j'aimerais que ça soit une blague, mais ça n'en est pas une. On a la salle de langue Art Transat. On a dans l'entrée un énorme logo de l'Auto-Québec. On a des logos comme ça, et puis pourtant... oui, on a le Centre de recherche culinaire Hydro-Québec. On a... puis là, je dis « on » parce que tu rentres dans cette école-là, puis tu as l'impression que tu fais partie c'est la grande classe. Tu sais, j'ai quand même réussi à faire un stage dans un relais château. Ils sont associés avec les Best Hotels Leading of the World. Tu sais, ils sont très pompeux, ils se vendent beaucoup comme ça. J'ai eu un échec. J'ai échoué mon cours de comptabilité. Et là, je me suis fait traiter comme une vraie pourriture. Parce que j'avais pas réussi le cursus. Si je voulais continuer mon cours, il fallait que j'attende 1 an. Fait que j'étais 1 an sans pouvoir continuer les cours. Fait que j'ai arrêté 2 ans. Et quand je suis retournée à l'école, il y a des enseignants qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » Donc, j'étais même pas encouragée comme élève dans mon retour à l'école. Je vais recevoir mon diplôme bientôt. Puis, c'est complètement fou. Et un des exemples les plus flagrants, vous l'avez sûrement vu, cet immeuble-là, pendant longtemps, il a été sacré le citron de Montréal. C'est une horreur. C'est un immeuble de béton immense. En plus, l'école qui était là avant était dans un style victorien, le très, très beau style, la bourgeoisie francophone du 20e siècle. Mais bon, c'est grave. Mais j'aurais du mal à me croire, mais sur ma table de travail, longtemps, j'avais une photo de cet immeuble-là avant. L'école Aberdeen, l'école pour garçons. C'est ça le progrès. Oui, c'est complètement fou. Mais pour vous dire à quel point ça peut aller, ici, on parle des structures au niveau du gymnase, tout ça. À l'ITHQ, le gymnase qui était au 2e étage, qui était un énorme gymnase avec des très grandes fenêtres, a été changé pour un gymnase qui est le quart peut-être d'où on se trouve, pour des élèves qui font du secondaire, du collégial et de l'universitaire, parce que l'endroit où il y avait le gymnase, c'est devenu des bureaux pour les fonctionnaires. C'est ça, la privatisation du système d'éducation. C'est déjà en train de se faire. Puis le plus fou, le plus loin où ça a été, c'est pendant la grève.
de 2012, les étudiants, les enseignants, on n'avait pas le droit d'arborer le carré rouge sous menace d'expulsion. On recevait des lettres et on n'avait pas le droit de porter le carré rouge. Et on a des agents de sécurité qui nous surveillent avant d'arriver sur les étages. Et si on le portait, il fallait l'enlever. C'est pas une joke, là. C'est vraiment comme ça. Puis, si on déroge... D'ailleurs, il y a une association étudiante à l'ITHQ qui n'a pas le droit de siéger sur le conseil d'administration. L'association étudiante à l'ITHQ est là pour faire le party. Puis poser pour vous pas de questions. C'est ce qui se passe dans les régions éloignées. C'est ça, c'était bon. Mademoiselle? Non, c'est bon. C'est bon? C'était pour elle. Mais c'est juste, si je peux me permettre de réagir, parce que là, j'ai appris des choses. Oui, bien sûr, ils n'en parlent pas. Profondément. Ils veulent pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a un mouvement de privatisation de l'éducation qui est troublant. J'en vois des aspects, j'en ai vu des aspects, moi, à l'université qui sont extrêmement À l'UQAM, À l'université, à l'université en général. En général, c'est des choses qui sont troublantes en sciences, par exemple. Vous parlez de sciences, vous avez probablement du mal à me croire, mais je vous assure que c'est vrai. Mon collègue chimiste m'a raconté être allé dans une soutenance de thèse de doctorat dans une autre université, et qu'arrivé là, il s'est désolé de l'avoir fait, mais ça s'est présenté sur le coup. Toutes les personnes présentes, donc la famille de la doctorante, lui comme examinateur externe et d'autres, ont dû signer un papier comme quoi ils s'engageaient à ne pas parler pendant X temps de ce qu'il allait se dire là, parce que la recherche était financée par une pharmaceutique qui exigeait du secret. C'est absolument insensé. C'est une chose absolument délirante, mais je tiens de sources sûres et c'est réel. Et ça, c'est troublant. Hein? C'est troublant parce que, vous allez comprendre parfaitement, mais ça veut dire que, par exemple, les compagnies pharmaceutiques peuvent demander à des enseignants de travailler sur un objet de recherche pour eux, de travailler librement sur ce qu'ils veulent chercher, à faible coût se payer des locaux au centre-ville, un laboratoire, une secrétaire, des profs, des assistants de recherche, des étudiants, et parfois même après coup à pousser l'audace jusqu'à demander la propriété intellectuelle des recherches qui sont trouvées. Et là, on entre dans une phase. Je crois qu'au Québec, c'est pas aussi dramatique que celui ailleurs, mais aux États-Unis, ça prend des formes absolument bouleversantes. Il y a juste un point que j'avais oublié aussi. Là. Il y a une tradition, et ça, c'est sûrement le truc le plus drôle. Ça s'appelle le dîner de la rentrée, et c'est un souper de 13 services fait par les étudiants qui terminent le cours en cuisine, c'est la haute gastronomie, et c'est 1 000 $ le couvert. Et nous, les étudiants en tourisme, ce qu'on faisait, on faisait une aide d'honneur. Et on était payés 15 $ de l'heure. Là, je parle de ça il y a 5 ans. Pour recevoir, à l'époque, c'était Jean Charest, Monique Jérôme Forget, puis juste être là pour qu'ils passent devant des gens. Il y a 5 ans, aujourd'hui, c'est le 10 $. Ouais, c'est ça. Il y a même levé par ici, je crois, monsieur, madame, je crois que c'est monsieur avant, vous. Madame. Fin de main, madame, allez-y. Moi, c'est ça, c'est la magie d'être dans sa fin de demeure. Je vais essayer que ça fasse du sens. Moi, j'ai moins fréquenté les établissements. J'ai étudié en sciences pures et en arts plastiques. Imaginez combien de fois je me suis fait demander pour. J'ai compati. Ceci dit, dans les éléments qu'on parle dans un esprit de pitcher des affaires, je ne dis pas que je les défendrai toutes bec et ongles dans le détail, là. Il y a des affaires qui doivent participer à une réflexion, je crois. Effectivement, l'époque des Lumières a apporté énormément d'éclairage sur un ensemble de questions. Par contre, je trouverais déplorable qu'on néglige de nommer que c'est venu quand même après des meurtres massifs, après un féminicide, après des centaines de milliers de femmes, entre autres, assassinées. Et il y avait à ça d'attacher un enjeu de connaissance, un enjeu de pratique et de savoir, entre autres lié au savoir reproductif, au savoir des plantes. Et je trouvais ça dommage qu'on... Vous venez de le faire. Voilà. Je pense que dans ce qu'on considère comme savoir, il demeure aussi teinté une vision très occidentale de ce qu'on va nommer comme un savoir classifié, écrit quelque part dans une encyclopédie avec une citation. Il y a différentes formes de savoir qui constituent les savoirs de l'humanité. D'ailleurs,
c'est fort dommage. Il y a des langues qui disparaissent, qui ne peuvent donc ne plus transmettre ces savoirs. Parce qu'on est à cette époque-là d'un déclin de savoir très très grave. Je pense qu'en termes d'enjeux de savoir contemporain, il y a aussi cette idée-là de préservation de ces savoirs-là qui sont en train de s'échouer, qui ont des importances probablement fondamentales. Donc il y a ça, pour m'amener à dire que ça s'inscrit dans un contexte. On peut se scandaliser effectivement de ce qui se passe à l'ITHQ. Est-ce qu'on peut sincèrement s'en surprendre? Vrai. Ben non, ça apparaît pas comme quelque chose qui n'a pas rapport. Bien sûr que ceci arrive, on en est à cette magnitude-là, on s'en choque, mais on s'en surprend pas vraiment. Et j'espère qu'on s'en surprend pas. Bien sûr, l'instruction s'inscrit dans un contexte de société. Et on ne peut pas mettre sur le poids sur le dispositif d'instruction de faire une libération de la société. C'en est un dispositif. Et qui contrôle l'éducation, qui ça, bon, ce serait un long historique de qui les a contrôlés, mais est-ce qu'on peut se surprendre que ce soit à l'avantage des élites qui le contrôlent, que ces dispositifs-là fonctionnent? Ben non, on ne va pas s'en étonner. Donc, c'est pour dire que si on veut transformer une éducation qui soit plus au service d'un intérêt commun, ben, on ne peut pas s'imaginer que ce soit seulement à travers l'éducation. Il y a un rôle éducatif. Je pense que les perspectives libertaires n'ont jamais prétendu que seulement à travers une éducation libertaire, nous arriverions à une transformation sociétale. Il y a une dimension de lutte, de classe, mais les classes demeurent, elles existent, et il y en a bel évidemment qui prennent avantage sur d'autres. Ceci continue d'exister, même si c'est plus en arrive là. Ça demeure réel. Il y a d'autres dimensions qui demeurent réelles, qui influencent les dispositifs d'éducation. Ici, la réalité coloniale peint énormément la dimension de l'éducation. Ici, en Gaspésie, je pense que si on pense des enjeux d'éducation, on aurait à réfléchir aux relations avec les communautés locales, à comment on réfléchit une éducation socio-historique dans un contexte actuel, il y a des réclamations territoriales, il y a des enjeux environnementaux quand même graves. Fait que bref, cette idée-là de contexte, je pense qu'on finir dans votre proposition. C'est bien. Il faut finir dans votre proposition, donc. Je pense qu'il y a des synthèses qu'on peut faire dans notre époque et qui sont fort intéressantes, des différents savoirs qui sont encore existants, qui sont fragiles et qu'on peut nourrir et soutenir à la fois par des apports de nouvelles technologies qui permettent quand même au niveau du partage de savoir des affaires complètement fascinantes. Moi, je sais que je reste dans le bois, puis là, je peux aller sur Internet, chercher telle affaire. C'est fun. Je peux manger ça. Mais bref, il y a tout un apport de nouvelles technologies qui peuvent apporter, mais je pense que ça peut se faire avec l'humilité d'une synthèse d'autres formes de savoir qui ont été négligées. Il y a des choses de plus porteurs qui peuvent s'élaborer et que s'il peut y avoir aussi une perspective de travail parallèle. C'est pas comme s'il était préalable à changer la société pour l'éducation machin, mais de travail parallèle dialectique. C'est bon. C'est rare. Qui peut se faire pour se renforcer l'un l'autre. Il y a quelque chose là qui est porteur et fascinant. Je pense que toucher quelque chose de riche, mais le mot dialectique me paraît bon. Il s'agit de faire des choses en combinant le mieux possible ce qu'on sait, ce qu'on connaît, en risquant par l'expérience. Les anarchistes dont vous parlez en éducation, consacrant un livre à l'ESC, beaucoup d'entre eux ont travaillé à l'extérieur du système scolaire, certains d'entre eux ont travaillé dans le système scolaire et tous essayaient de voir. L'expression que j'aime en politique, c'est l'idée de réforme non réformiste. C'est-à-dire qu'on essaie de changer les choses en prenant pas de vue un certain idéal qu'on a dans lequel on tape. Ça, en pratique, ça se résout dialectiquement, comme vous le disiez. On a pu toucher un mot encore ici de Micmac, dont vous parlez. Je pense que le Micmac, moi je ne connais pas du tout ça, mais c'était probablement un Micmac de la guerre sur lequel quelqu'un peut intervenir ou dire quelque chose, parce que c'est vrai que c'est passé là, vraiment très lourd aussi. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir juste là-dessus, si quelqu'un connaît ça, essaie de leur dire un mot. Moi, je pense à un entrevue à venir,
Et là, il y aura déjà un article sur les cégeps en région, mais monsieur, tantôt, il a écrit, j'ai pris des notes dans ma tête. J'aurais juste à mettre ça sur. Il faudrait quasiment se retrouver ici à tous les mercredis pour continuer à en parler. Je vais pas rajouter un autre exemple sur les méfaits du capital et de la grande entreprise sur l'éducation, mais rapidement, à la chaire d'études de Bombardier à Polytechnique, comme travail de fin de bac, il fallait faire les plans d'un avion de guerre. Ça allait là? Non. Fallait faire, les plans allaient directement dans les coffres de je vous ai expliqué. Armand doit se retourner dans sa tombe, puis son nom de famille était assez prophétique parce que maintenant, s'il n'y a pas des skidoo qui font, c'est des avions de guerre. Je pense qu'on pourrait s'amuser longtemps sur tous les méfaits qui sont faits sur notre système d'éducation. Je trouve ça le fun qu'on arrive à avoir encore du plaisir à en parler puis à en rire. Tantôt, tu parlais dans le fond, des conséquences des coupes, des mesures d'austérité sur les cégeps, beaucoup d'appauvrissement du tissu social. Bon, je pense que ça va être un peu évident ce que je vais dire là. Ça ne serait pas nécessairement une conséquence malheureuse des compressions budgétaires, mais bien l'objectif de ces compressions-là, qui sont d'appauvrir le tissu social. Peut-être, on ne sait pas. À partir de ce moment-là, où on sait qu'il y a des, pardonnez-moi d'utiliser cette expression, intentions malveillantes à l'égard de notre système d'éducation et de, pour utiliser une vieille expression, l'élévation morale du citoyen. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à se demander, maintenant qu'on est au courant de la situation, tout le monde vraiment intelligent et passionné qui a l'air d'être ici à soir, c'est quoi les moyens qu'on peut prendre pour secouer le joug que la grande entreprise, la bureaucratie est en train de faire peser sur l'éducation en général, sur les médias, sur tout ce qui nous permet d'avoir des échanges libres, nombreux et riches entre citoyens? Je vais prendre la parole là-dessus, si vous me permettez. Il nous reste à peu près 15 minutes ensemble. On a discuté de l'éducation, démocratie, on a placé les choses, on a constaté un certain nombre de choses qui font largement consensus entre nous. Je trouve la porte que M. ouvre, ça devrait être à ça qu'on consacre les 15 dernières minutes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle piste d'action vous voyez? Quelle forme de mobilisation? Est-ce que ça vous tente, ça? Oui. Essayez de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Je pense, sur le diagnostic, une large entente, je pense, sur ce qui est en train de se passer, puis on est largement d'accord aussi sur les effets néfastes, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire devant tout ça? C'est un peu la question que vous nous invitez à poser. Moi, je prendrais des interventions là-dessus. Moi, je peux parler le premier, par exemple. Moi, je pense que à Bavard, on est là depuis des années, on intervient dans les débats publics, on lance des débats, on lance une conversation. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire, parce qu'on est, je crois, moi, que un des drames du monde dans lequel on vit, c'est nous isoler profondément. On est chacun chez soi avec sa télé, ou le cellulaire, puis on est très peu en contact. Le triste, c'est peut-être d'avoir des lieux de débat, de rencontres, de discussions. C'est modeste comme suggestion. Mais là, je prendrai les autres. Faites-nous des suggestions. Vous avez parlé déjà tous les deux, je vais essayer pour l'heure. Vous avez parlé là-dessus? Oui. Allons-y. En fait, c'est un peu en lien avec ce que Maud disait sur justement les classes sont encore présentes parmi nous. Je rappelle le sujet des équipements. Je voudrais peut-être commencer par se rendre compte de qui est dans la salle ce soir. Puis peut-être de se rendre compte qu'on est justement tous du même côté, puis qu'on y a, selon moi, il y a un manque de diversité. Puis justement d'aller vers les autres et de ne pas rester dans notre position confortable de gens qui ont des mêmes idées, des bonnes vertus. Une suggestion là-dessus concrète, si je peux me permettre, celui-là. Vous parliez d'ouvrir des espaces publics, mais là, on ouvre un espace public, mais pourquoi il n'y a pas une plus grande diversité? Mais j'ai pas la solution, mais peut-être d'aller, au lieu d'ouvrir un espace, mais d'aller dans les espaces dans lesquels on va pouvoir actuellement. François Ouéron, la semaine prochaine. Non, mais il y a... J'ai pas compris. Il y a quelqu'un... OK, on s'entend, les temps qui nous restent, on lance des propositions d'action. Oui, monsieur. Je veux juste avoir la référence du philosophe qui est passé de l'université à maternelle en fondant son institution en 1974. Lippmann. Matthew Lippmann. Lippmann, L-I-P-M-A-N. Oui. L-I-P-P-M-A-N. Matthew Lippmann. Il est décédé en 2010, il était né en 1922 de mémoire. On pourrait s'en reparler parce que Michel Sansville a beaucoup étudié la question ici au Québec. C'est un des chefs de file de la philosophie pour enfants
Au Québec, à l'Université Laval, l'expert de la question, c'est Michel Sasseville. Il est sur Facebook. Un gars de Morna? Pas de farce. C'est déjà une bonne idée d'enligner le flow dans cette direction-là. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, l'idée de philo pour enfants a de plus en plus de données probantes extrêmement positives et intéressantes. Donc, il y a peut-être une piste d'intervention là. En fait, c'est peut-être un peu pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Concrètement, je tiens à lever mon chapeau à Gabriel Pitt qui a fait rentrer un nouveau poste au sein de l'ASSO, l'Association étudiante cégep de Carleton. J'ai fait plusieurs cégeps dans ma vie, puis je pense que le manque d'information au niveau des étudiants et des jeunes est aberrant. Souvent, dans les classes, on peut juste parler un peu de ce qui se passe au Québec, puis le trois quarts des étudiants, le trois quarts des jeunes de mon âge, j'ai 21 ans, sont comme « Ouais, on va-tu prendre une bière à soir? » Tu sais, ce que je veux dire, c'est triste parce que je pourrais dire une centaine d'amis qui sont allés voter il y a quelques jours et qui ne savent absolument pas pourquoi ils sont allés voter et pour qui surtout ils sont allés voter. Donc concrètement, ce qu'on pourrait faire, c'est améliorer l'information chez les jeunes au collège. Même le DEP, là, je pense à ça, les diplômes d'études professionnelles, ils n'ont aucun cours de philo, aucun cours de sciences humaines, aucun cours de sciences, rien de ça. Eux autres, ils apprennent, exemple, à construire une maison en charpenterie. Donc, eux autres, c'est quand même des citoyens qui vont se retrouver à aller voter un jour, qui vont se retrouver à devoir prendre des décisions. Je les blâme pas, ces gens-là. Je pense que les DEP, c'est excellent pour certaines personnes. Par contre, je pense que ces gens-là, ils ont le droit aussi d'être informés au même titre que les autres. Puis, je pense pas qu'il y a une affiche de qu'est-ce qui se passe ce soir présentement qui a été mis au DEP à Bonaventure ou au DEP à Carleton, parce qu'on se dit que ça n'intéressera pas ces gens-là. Mais on se trompe. Voilà concrètement ce que je peux faire. Oui, on a parlé de bière. Je suis un zig. C'est un jour où c'est pas sorti comme je vous dis. Je suis un zig, je comprends que la drogue c'est mal. Si je veux en chance différemment, aussi je prends le temps d'écouter quelqu'un d'autre. C'est quand même pas quelque chose qui est mal. Je déteste avoir des politiques libérales similaires à Justin Trudeau. Mais ceci dit, je trouve quand même qu'il y a aussi avoir une ouverture d'esprit et avoir des espaces communs. Quand on parle d'éducation, on parle des cours par YouTube, avoir tout vraiment des cursus à distance. Pour moi, qu'est-ce qui est primordial dans un système d'instruction, d'éducation, c'est une interactivité entre des sciences d'enseignement, avoir des espaces communs, avoir des parascolaires, avoir des trucs que les gens, le monde de différents horizons se rencontrent, discutent. Puis, je pense qu'un examen, si tu as eu 40%, c'est pas si pire si après ton examen, tu as jasé de toutes tes erreurs, tu as compris tes erreurs. Fait que, bref, tu as appris après ton erreur. Tandis que si tu fais ton cours à distance et si ton examen à distance, tu as juste eu 40%, je ne sais pas pourquoi tu as eu 40%. Sauf que si tu as jasé avec ta chose tu as compris toutes tes erreurs, oui, tu as appris plus. Fait que pour moi, il y a, à distance, ça donne une accessibilité, mais ça ne donne pas tout le service qui vient avec. L'important, c'est avec le temps, c'est d'avoir des échanges et d'avoir des espaces de communication. Pas juste besoin de prendre des drogues. Tu parlais des gens qui ont fait la vie parler? Oui, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé jusqu'à maintenant qui souhaiteraient s'exprimer? Peut-être parler par la gauche. Oui, mais dans le fond, moi, j'avais une petite interrogation sur le fait que moi, je suis en comptabilité de gestion. Donc, moi, je suis assigné à une tâche spécifique. Donc, nécessairement, il faut que je me spécialise dans cette tâche-là. Et donc, il faut que je sacrifie mon temps, du temps que je pourrais passer à entendre des affaires, comme mettons des conférences ce soir. Après, j'attends des devoirs, je suis ici, procrastination ici. Ça va un procrastination. Je me demande, est-ce que vraiment, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est d'avoir une généralité que tout le monde a les mêmes connaissances ou de se spécialiser dans quelque chose de précis et donc d'aller plus loin en faire profiter tout le monde? J'aurais tendance à répondre que les deux ne sont pas incompatibles. On souhaite avoir des gens qui ont des connaissances spécialisées, comptabilité ou d'autres, mais ça n'exclut pas, c'était ça le règle du cégep à l'origine, ça n'exclut pas de recevoir, c'est pas une fin en soi. Et de recevoir une formation globale, c'est générale, sur une culture générale, à travers certains cours. L'ambition du programme que tu suis, vous suivez, c'est ça, justement, c'est tout en ayant cette formation professionnelle, vous avez aussi une formation générale. Un objectif ambitieux, c'est un objectif riche, je pense, vous n'êtes pas comme personne
seulement un comptable. Vous n'êtes pas réductible à votre fonction, à votre tâche dans la société. Vous êtes aussi un citoyen, quelqu'un qui a des idées, qui défend, qui a une vie sociale, culturelle, qui a, je sais pas, vous avez découvert telle chose dans un cours de philo, puis vous êtes passionné pour ça. C'est la formation générale du cégep qui vous amène, quand vous serez en vacances, à aller voir au musée Dali. Vous avez entendu parler de Dali une fois. C'est ce genre de pas utile à votre fonction. Il y avait une dame ici. Quand on parle d'action, on se fait la réflexion beaucoup de ce temps-ci parce qu'on regarde les professeurs qui sortent dans la rue, on regarde les parents, comme je l'ai dit cet après-midi, qui font des chaînes humaines autour des écoles, qui se font accuser d'utiliser leurs propres enfants à des fins politiques. Là, il y a les fonctionnaires bientôt qui vont voter des grèves. On se rend compte que ces moyens-là frappent toujours le mur du « nous autres, on s'en va vers l'objectif zéro ». Même M. Couillard le dit devant tout le monde. Vous pouvez sortir dans la rue, vous pouvez sortir vos candidats, je ne vous écouterai pas, on s'en va là. Je pense que les moyens qu'il faut prendre, Philippe le dit souvent, c'est d'être inventif, puis je pense qu'on commence à l'être parce que la fin justifiant les moyens, on commence à sortir de nos silos, puis on commence à se regarder les uns les autres. Je pense que c'est ça qui va nous mener à des moyens d'action. On va peut-être se péter la gueule, on va peut-être faire des erreurs, le demi, si on ose avec le demi, on ose avec le local, on ose avec des actions citoyennes qui disent, le gouvernement, on s'en fout un peu, puis on va se regarder nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que c'est là qu'il faut commencer. Puis on l'a dit, il faut se tourner vers les Micmacs, il faut se tourner, les écolos, il faut qu'on se tourne vers ceux qui sont pour le capitalisme pur, il faut qu'on se regarde, puis qu'on regarde nos similarités, nos objectifs communs. Il faut qu'on regarde le territoire sur lequel on habite puis ce qu'on veut en faire. C'est pas très innovant puis c'est pas très... mais en même temps, je pense que c'est la base, il faut qu'on commence par là. Parce que comme je vous disais cet après-midi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on va nulle part parce qu'on se sabote les uns les autres. Je pense qu'il faut parler de ça. Je réagis rapidement. Comme je le disais cet après-midi, les parents qui se portent à l'école publique, c'est des choses qu'on a vues souvent au Québec. C'est quelque chose pour nous extrêmement encourageant, parce que les parents s'impliquent dans cette bataille-là. Pour le reste, historiquement, je pense que les changements sociaux sont survenus quand les gens se sont mobilisés et ont agi. Des fois, ils ont agi dans des circonstances pires que celles qu'on connaît. Ils ont obtenu des changements sociaux. Là, c'est une perception personnelle, subjective, mais moi, je trouve qu'en ce moment, il y a une certaine effervescence au Québec qui est encourageante. Les gens se mobilisent, sont présents, se battent. On sent que les politiques mises en place par le gouvernement libéral, on sent bien que ces gens-là ont une vision, comme vous l'avez dit, ils sont déterminés jusqu'au bout, ils sont absolument... J'ai cité tantôt ce que M. Couillard disait sur les c'est faramineux, c'est scandaleux, et en même temps, c'est des gens qui sont des idéologues, à mon avis, extrêmement puissants. Vous vous souvenez peut-être de l'État-O, quand il a dit que son gouvernement adopterait des politiques financières préconisées par la commission Godbout. Tout le monde était étonné, parce que la commission Godbout est mise sur pied par le gouvernement parce qu'elle est composée de gens qui vont adopter les politiques que veulent adopter le gouvernement. Une fois qu'elles sont formulées, ils disent on va adopter ces politiques-là. Même chose pour le rapport Robillard. Exactement. Et quand ces politiques-là sont adoptées, l'État-O a déclaré que consulter les économistes, 95% d'entre eux sont d'accord avec nous. Moi, avec un groupe auquel j'appartiens, on y a écrit en lui demandant de donner la source. Parce qu'il s'adonnait qu'à la même période, l'Association des économistes québécois, parmi ses membres, avait fait une enquête pour savoir quelle était la position des économistes québécois sur la question de l'augmentation des taxes, la diminution des impôts ou l'inverse. Et les chiffres de mémoire, c'est à peu près 40% des économistes québécois pensaient ça, pas 95%. Ils sont tellement sûrs de leur affaire que 95% autour de leur table. Récemment, le partenariat transpacifique est passé en secret, etc. On y arrive. L'État déclare encore que c'est toujours bénéfique les échanges. Toujours bénéfique. C'est toujours bénéfique. Il y a des nuances minimales. Il y a quelqu'un qui me disait il ne faut jamais prendre au sérieux une phrase dans laquelle il y a toujours, il faut toujours vérifier une phrase dans laquelle il n'y a jamais. Parce que c'est toujours bénéfique, c'est trop absurde. Bénéfique, c'est un mot qui suppose qu'à quelqu'un, c'est bénéfique à qui? Et donc, on voit ici qu'on est presque en pleine idéologie sur elle-même avec ce que Baudelaire a appelé la bêtise à fond de taureau. Je pense que vous avez parlé. Puis, il y
vais faire bref. Un jour, c'est arrivé un vendredi, il y avait un autobus jaune payé par la CSM pour aller manifester à Montréal. Ça, c'était. Tu sais, quand on parle du but de notre objectif, là, Trouillard nous ferme la porte, puis on a l'impression que ça donne leur goût. Tu sais, lui, il a l'air ferme, puis il reste là, tout ça. Mais il y a une chose qui se passe, par exemple, dans les mouvements sociaux, quand ils se mettent en branle, tu sais, quand on fait une grève, c'est là qu'on crée les espaces. Puis même juste cet autobus-là, nous autres, on est partis 8 heures aujourd'hui. On était une gang. Puis moi, je me considère, tu sais, j'ai connu une petite mobilité sociale en devenant prof au cégep, puis je suis devenu un genre de petit bourgeois. Si on prend les vieilles classes marxistes, ben, je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine intellectuel, qui a une relative autonomie par rapport à son travail. Je ne suis pas un exécutant, je ne suis pas quelqu'un qui se fait méprisé par ça par ses supérieurs, qui fait une marge de manœuvre. Je ne subis pas des horaires coupés comme des travailleurs de la santé, dans une buanderie, des trucs comme ça. Puis cette autonomie-là, j'ai pu rentrer.